Et bonjour à tous, aujourd'hui épisode 25 du retour du cinéma chinois en Chine. Et ça fait très longtemps que j'avais pas parlé de films chinois, à juste titre parce que j'en regarde beaucoup moins ces derniers temps, je suis beaucoup plus focalisé sur le cinéma indien. Et voilà, et là je me mets un petit peu au DTV chinois, voilà. Parce qu'il y a toute une espèce de vague DTV, direct to vidéo, qui sortent en Chine, qui sont plus ou moins cool. Je vais peut-être en parler plus tard, mais enfin on verra. C'est pas le but de cette vidéo. En tout cas, c'est juste pour vous parler, voilà, de la bataille du lac Changjing numéro 2. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le premier, donc c'était l'épisode 23, et que j'avais plutôt apprécié, même si j'avais eu certaines réserves, parce que j'étais pas hyper bien rentré dedans. J'avoue que, alors c'était un très grand film d'action, euh, en grande partie grâce à Dante Lam. Pour moi, c'était clairement un film de Dante Lam. Toute la partie du roman national, voilà, du début, devait être probablement mise en scène par Chiang Kai-ge, mais je suis pas un très grand connaisseur de son cinéma. J'ai seulement vu Adieu ma concubine et je suis pas un très grand fan non plus, donc voilà, je connais pas trop ce réalisateur, donc je pourrais pas beaucoup en parler. Et Tsoyark avait réalisé quand même, on sentait qu'il avait réalisé quelques scènes, mais qu'il était quand même assez absent du premier, voilà, du premier épisode, du premier film. Et là, dans le 2, je dois dire que je sais pas si c'est effectivement lui qui a tout réalisé, mais il est nettement plus présent et on a clairement l'impression que c'est un film de Tsoyark quasiment de A à Z. Enfin, outre le fait que effectivement c'est un film qui est commandé par le parti, etc. Il a quand même, on sent que c'est un film de Tsoyark dans la réalisation. Le choix des couleurs, des lumières, des angles de caméra, les scènes d'action ne sont pas réalisées effectivement comme celle de Dante Lam. C'est pas du tout le même genre de réalisation. Il y a beaucoup plus de scènes impressionnantes qui mélangent cascade réelle et CGI, donc un mélange voilà du savoir-faire hongkongais de la grande époque et des cascadeurs hongkongais, et en même temps avec l'argent, les moyens, les CGI, voilà, quand même qui commencent à être d'une bonne qualité en Chine. Alors, donc voilà, c'est clairement beaucoup plus celui-là un film de réalisateur. Et voilà, alors, moi j'ai toujours le même problème. Voilà, par rapport enfin j'ai le même problème que dans le premier. J'ai pas été transporté émotionnellement. Pourtant j'aime bien Wu Jing. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Il m'avait absolument transporté dans Wandering Earth. Je l'avais trouvé formidable et j'avais voilà je suis très autant j'étais emporté par son personnage dans Wandering Earth, autant dans celui-là, enfin dans les deux dans ces deux films-là un peu moins. Et clairement je ressens pas une émotion incroyable quand je regarde les films. C'est un petit peu le problème que j'ai avec les deux films, c'est que je rentre pas dedans émotionnellement. Ça m'intéresse pas plus que ça, mais en fait, c'est tellement impressionnant, c'est tellement du grand spectacle, c'est tellement du grand cinéma en termes purement visuel, en termes d'action, en termes de grand spectacle populaire, épique, chaotique, etc., que ça rattrape le tout. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir ce genre de film, donc je ne peux pas bouder mon plaisir par rapport à ça. Il y a des scènes absolument hallucinantes qu'on a très rarement vues au cinéma, et très clairement, le cinéma chinois met une pilée au cinéma américain, mais pas en fait en termes purement techniques, c'est-à-dire qu'effectivement les Américains sont beaucoup plus en avance au niveau des effets spéciaux, au niveau de la technique, au niveau de tout ça, mais il y a une vitalité, voilà, il y a une vitalité, il y a un vrai réalisateur avec un vrai point de vue, qui est là, qui est Tsui Hark, que les Américains n'ont plus du tout. Et je trouve que voilà, le cinéma chinois, malgré tous ses défauts, a encore ça, à travers, voilà, certainement le plus grand réalisateur chinois de tous les temps, qui est Tsui Hark, voilà, tout simplement. Et je tiens quand même à rappeler aussi que Tsui Hark, contrairement à ce que beaucoup pensent, bien qu'il soit né au Vietnam, n'est pas un Vietnamien à proprement parler. En fait, il vient d'une ethnie qui s'appelle l'ethnie Hoa, je crois, qui est en fait une ethnie de Chinois du Vietnam. C'est chinois vietnamien ou chinois du Vietnam. Donc c'est quelqu'un qui a grandi avec la culture chinoise, dont les parents sont chinois,
Et ça transparaît dans tous ces films, hein. J'en ai déjà parlé dans beaucoup d'autres vidéos. Je parle beaucoup de Tsui-hark. Ma vidéo sur Peking Opera Bleu, etc. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé la culture chinoise, l'histoire chinoise, voilà, bien que ce soit un Chinois qui n'ait pas grandi à proprement parler en Chine, qui vient vraiment, voilà, c'est un Chinois du Vietnam qui a ensuite grandi à Hong Kong et qui aujourd'hui retourne en Chine. Son parcours est parfaitement logique et donc il connaît la Chine, l'histoire de la Chine sur le bout des ongles. Et c'est quelqu'un qui a toujours voulu, voilà, travailler son rapport avec la Chine. C'est quelque chose de très important. Donc ça, c'est fondamental aussi. Et c'est vrai que par moments, il y a certaines scènes hyper puissantes qui font écho aussi à ça. Voilà, c'est pas uniquement quelqu'un qui vient d'un autre pays et qui fait un film chinois. C'est vraiment quelqu'un qui vient de la diaspora chinoise en fait et de l'ethnie d'ethnie parce que vous comme vous il y a beaucoup en fait d'ethnies chinoises qui perdurent et qui existent dans d'autres pays en dehors de la Chine, hein, et énormément, que ce soit en Corée, etc. Et donc voilà, donc c'était la petite aparté pour voilà vraiment rappeler que la Chine pour Tsui-hark c'est quelque chose de très important et ce depuis ses premiers films, hein, c'est quelque chose de très important. Donc c'est pour moi c'est parfaitement logique, ce retour à la Chine, c'est vraiment le réalisateur qui peut réaliser ce genre de grands films d'action épique, patriotique, populaire, ce grand spectacle populaire. Je crois que le film a eu un succès absolument fou en Chine comme beaucoup de films patriotiques, mais celui-là, je crois, a dépassé aussi beaucoup de records. Et là, vraiment, c'est vraiment le Tsui-hark nous manquait vraiment dans le premier. Et dans celui-là, il revient et il fait vraiment son film. J'ai pas vraiment étudié la production, etc. Ça m'intéresse assez peu, en fait, tout ça. Mais je ressens que il s'est beaucoup plus investi dans le choix des cadres, dans les plans, dans la manière dont il met en scène l'action. C'est pas du tout mis en scène comme le premier à la Dante Lam. Moi j'aime bien les films de Dante Lam, mais c'est autre chose, c'est caméra à l'épaule, c'est beaucoup plus cuté, c'est une autre façon de mettre en scène que moi j'aime bien. J'avais adoré Opération Red Sea et d'autres de ses films, The Rescue, etc. Mais et le premier bataille du lac Changjing, mais voilà, celui-là on sent qu'il a été beaucoup moins présent et que c'est vraiment Tsui-hark qui a pris le relais et vraiment il y a des scènes qu'on a que j'ai rarement, enfin, il y a des scènes super violentes, super gore, horribles, immondes, il y a des trucs vraiment, mais d'une inventivité hallucinante, même si les effets spéciaux évidemment sont beaucoup plus archaïques que le cinéma américain, mais là, par rapport à ce que faisait la Chine il y a 10 ou 15 ans, ça a monté vraiment d'un niveau. Et je trouve que globalement, voilà, bien que voilà, ce qui m'embête un peu dans ce genre de film, c'est qu'évidemment émotionnellement je rentre pas vraiment dedans, je connais pas beaucoup d'acteurs donc je n'arrive pas vraiment à m'identifier, et puis il y a plein de personnages différents, voilà, c'est à la chinoise donc moi ça m'intéresse moins que le cinéma de Hong Kong, mais quand même c'est un des rares pays qui nous propose ce genre de spectacle avec l'Inde et un troisième pays dont je citerai pas le nom parce que je pense que ça va bientôt être interdit de le citer, ça commence par un R, mais voilà, ces pays-là, bien qu'ils soient archaïques sur plein de domaines, nous propose quand même des spectacles épiques, héroïques, voilà, viscéraux et impressionnants et qui respectent. Alors, à défaut de respecter totalement leur histoire, évidemment, ils modifient l'histoire pour renforcer leur roman national et faire que ça les arrange. Mais absolument tous les pays l'ont fait depuis que les sociétés existent. Donc, c'est très facile de parler de propagande chinoise quand on sait que l'Amérique fait ça depuis des décennies et des décennies et des décennies dans tous les domaines. Donc c'est toujours amusant. Mais bon, ça c'est la petite parenthèse, toujours le truc que je trouve voilà, un peu drôle. Surtout voilà quand on connaît la Chine. Moi j'y ai vécu, donc je comprends à peu près la logique même, la logique propre du pays. Voilà, quoi qu'on en pense. Je, 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 ça ne remet pas en cause les qualités artistiques des films si on arrive à faire l'impasse. Évidemment, si vous n'arrivez pas à faire l'impasse dessus, bon, c'est évidemment autre chose. Donc voilà, mais globalement, il y a encore dans ces pays-là, la Chine, l'Inde et d'autres pays, une vitalité qu'il n'y a plus dans le cinéma occidental, dans le cinéma américain. Je l'ai souvent dit, c'est mon point de vue, c'est ce que je pense, mais j'en suis vraiment convaincu. Je trouve que nos contrées, je parle même pas de la France, hein, c'est totalement dévitalisé.
sans vie. Et là, il y a encore de la vie dans ces pays-là à travers leur cinéma. Là, aujourd'hui, c'est le cinéma qui nous intéresse. C'est le cas dans plein d'autres domaines. Le fait de dire, moi, je dis, j'y ai vécu et il y a encore un petit peu de vitalité à travers ces peuples-là. Et que je retrouve plus du tout dans mon propre pays et dans mon propre espace civilisationnel. Et ça se ressent dans le cinéma. Ça se ressent profondément dans le cinéma. Pour moi, le cinéma français est totalement mort et dévitalisé. Le cinéma américain, c'est pas loin, même s'il y a encore des trucs très cool. Il y a encore des pays qui font du cinéma très intéressant comme l'Espagne, etc. Mais et puis il y a évidemment plein de bons films qui sortent, hein, je le rappelle. Il y a toujours de très très bons films, de très très grands films qui sortent, mais en proportion c'est moindre. Et je trouve que si techniquement la Chine, l'Inde, etc. font des films de grand spectacle, évidemment un peu plus archaïques, un peu plus voilà, moins bien faits, il y a toujours cette énergie, il y a toujours ces réalisateurs, il y a toujours ces acteurs, il y a toujours ces héros, il y a toujours cette connexion à son histoire, à son peuple, à sa culture. Voilà, il y a une connexion encore vivante et vitale. Et donc c'est pour ça que j'aime encore ces films et que je les regarde encore. Mais je dois dire que là en ce moment, j'ai vraiment je lâche un petit peu le cinéma chinois, c'est vrai. Et je vais beaucoup plus vers le cinéma indien. J'avoue que je vais au cinéma très souvent voir des films indiens. Il y a beaucoup de films indiens qui passent en France. Et je vais les voir systématiquement. Et même dans les trucs qui sont pas terribles, je trouve toujours qu'il y a des trucs intéressants. Il y a toujours de la vie dans ces films. Et c'est vrai que la Chine se prend un petit peu trop au sérieux. Voilà, c'est un petit peu le défaut aussi de ce film-là, c'est que ça se prend tellement au sérieux, c'est tellement, c'est un petit peu lourd en fait parfois. C'est un petit peu, voilà, pesant. Il y a toujours le poids de la patrie, de la nation, etc. derrière. Et des fois, t'as aussi envie de rigoler, t'as aussi envie de triper. C'est ce que le cinéma de Hong Kong pouvait nous faire. Moi, je trouve que voilà, le cinéma indien aujourd'hui, c'est un peu ce que je ressens les mêmes énergies, la même folie visuel que je ressentais dans le cinéma de Hong Kong avant. Je le ressens toujours un petit peu dans le cinéma chinois à travers, voilà, quand Tsui Hark ou Stephen Chow ou même Jackie Chan parfois font des films là-bas, je trouve qu'il y a toujours cette énergie. Et même y compris des films réalisés par des Chinois continentaux. Hein. Je vous ai parlé de tout le bien que je pensais des films comme Nodja ou comme Wandering Earth, qui ont été réalisés par des continentaux et que je trouve absolument hallucinants et plein de vie, et plein d'énergie et plein de folie. Donc voilà, c'est des films que j'aime beaucoup. Mais globalement, c'est quand même les Hongkongais qui font des grands films chinois depuis au moins une décennie et qui continuent visuellement là. Et puis voilà, ils continuent à le faire. C'est la preuve avec ces deux films-là. Mais comme il y a le poids quand même, voilà, d'une société quand même chinoise qui est quand même très traditionnelle et en même temps où le roman national a vraiment une place écrasante et du coup tu peux moins explorer de pistes, hein, c'est un peu plus étouffé, du coup ben ça, voilà, on perd un petit peu en émotion et en vitalité sur certains aspects, mais il y a quand même de la vie beaucoup plus que dans le cinéma de chez nous. Là, moi je regarde pratiquement plus de films occidentaux depuis longtemps. Je regarde quelques-uns parsemés par-ci par-là, alors que je regarde du cinéma asiatique pratiquement systématiquement tout le temps. Ça fait déjà 20 ans, 30 ans que j'en regarde, mais là, particulièrement ces dernières années, je trouve que c'est eux qui sont au sommet. Et c'est eux qui font les blockbusters et c'est eux qui font les grands films. Et d'ailleurs, c'est très dommage qu'on ne puisse pas, que ces films ne sortent pas. Enfin, je sais un peu pourquoi, mais c'est des raisons un peu politiques, je pense. Mais globalement, c'est vraiment dommage que ces films-là ne sortent pas sur grand écran chez nous, contrairement aux films indiens, voilà, qui sortent systématiquement. Ça serait bien aussi que les films chinois sortent sur grand écran. Moi, quand j'étais en Chine, j'allais voir un maximum de gros films chinois, de gros blockbusters ou de films plus intimes, mais j'allais voir un maximum de films chinois sur grand écran et c'était absolument, c'était une dimension bien supérieure. Que ce soit en 3D, en 4K, etc. C'était beaucoup plus impressionnant. Là, on les regarde, voilà, sur des petites télés, des petits écrans d'ordinateur ou quoi, donc ça enlève un peu la force des films et c'est un petit peu dommage. Voilà, donc, mais si vous pouvez le regarder sur une grande télé, que vous avez un bon matos et tout, et que vous pouvez regarder tous ces films-là, tous les films de Tsui Hark en 3D, La bataille de la montagne du Tigre, Journey to the West 2, les Stephen Chow, Wandering Earth, tous ces films dont j'ai parlé sur ma chaîne, que je vous invite à revoir, mais regardez-les vraiment dans des bonnes conditions, sur des grands écrans, avec du bon son et dans des bonnes qualités. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, la décennie 2020
commence très bien pour la Chine après les 800, après le premier film et après celui-là. Et je pense que ça va continuer. J'aimerais bien qu'il se décoince un peu et qui nous fasse un peu des trucs un peu plus rigolos. Mais bon, ça a pas l'air vraiment de prendre cette direction-là. Wandering Earth 2 devrait sortir en 2023. Là, je suis très très impatient de la sortie. Il y a même Andy Lau, je crois, qui joue dedans. Je suis très impatient que ça sorte. J'ai beaucoup beaucoup aimé le premier et je pense qu'ils vont nous surprendre et qu'ils vont nous proposer plein de bons films pour la décennie 2020 là qui arrive. Ça a l'air vraiment d'être les champions. Mais quand même, bon, c'est globalement l'Inde qui m'intéresse plus actuellement. Mais voilà, je regarde toujours un petit peu de films chinois de temps en temps, surtout les gros films. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais beaucoup trop long. Je devais faire 5 minutes, ça fait déjà un quart d'heure que je parle. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Vive le cinéma chinois. Prenez soin de vous. Et voilà, et à très bientôt. Bye.